peut-être une première série de déterminants qui sont très liés à l'individu lui-même, son genre par exemple. Vous l'avez vu tout à l'heure, vous l'avez peut-être un peu moins mis en évidence parmi les déterminants qui ont une influence. Pourquoi on sait aujourd'hui que les femmes vont avoir, le fait d'être une femme va avoir un impact moins protecteur sur le fait d'être en bonne santé mentale. Vous avez quelques chiffres qui apparaissent sur votre écran qui sont des chiffres issus de la population suisse. Ce ne sont pas des chiffres français, mais ils nous donnent quand même à voir sur ces différences que l'on peut avoir d'état de santé mentale entre le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme. On a aussi d'autres déterminants très individuels, donc qui concernent vraiment les individus eux-mêmes et qui sont à leurs mains, comme celle de leur maladie ou de leur santé physique. La question du handicap peut être aussi parfois un facteur de frein sur la santé mentale, nos facteurs génétiques. Le fait d'appartenir à une minorité sexuelle ou à une minorité ethnique va avoir aussi un impact sur notre santé. Si on continue à observer ces déterminants plus individuels, tout ce qui va être du registre de nos compétences psychosociales, c'est peut-être un terme que vous avez déjà entendu, en tout cas il est question derrière de l'estime que l'on a de soi, de nos capacités à demander de l'aide, nos capacités à reconnaître nos émotions, à gérer notre stress, notre faculté de résistance et d'adaptation au changement, ou encore notre capacité à prendre des décisions, et puis globalement aussi peut-être notre personnalité, vont avoir un impact sur notre santé mentale. Avec cette idée que plus on aura ces compétences psychosociales-là présentes comme ressources sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, plus elles feront office de facteurs de protection face aux obstacles ou aux difficultés que l'on pourrait rencontrer et qui pourraient avoir un impact sur notre santé mentale. C'est pour ça aujourd'hui aussi qu'on essaie les uns et les autres dans nos actions, qu'elles soient thématiques d'ailleurs ou qu'elles soient plus généralistes quand il est question de santé, de chercher à développer, à renforcer les compétences psychosociales des individus parce qu'on sait que ça va être un facteur de protection dans les situations de santé et là, dans l'exemple qui est le nôtre sur la santé mentale. En termes de parcours de vie, on voit aussi que les épisodes de licenciement, de séparation, de deuil ou encore de guerre vont être des moments qui vont fragiliser notre santé mentale. Vous aviez évoqué tout à l'heure largement les expériences de la petite enfance et on sait aujourd'hui, et Madame Goujon nous l'a bien reprécisé ce matin, l'importance d'agir de manière précoce et de prendre soin de cette période de fragilité autour des 1000 premiers jours qui vont être des moments très stratégiques et très importants pour agir sur la santé des individus et finalement agir sur la santé mentale des adultes plus tard. Alors, quand on parle d'expérience de la petite enfance, il s'agit d'aller explorer tout ce qui touche aux attachements et aux attachements de qualité, de voir comment dans nos actions on peut renforcer et développer les liens émotionnels entre les adultes en situation de parentalité et les enfants, de pouvoir assurer aux enfants le fait de se sentir en sécurité, de pouvoir développer leurs propres liens sociaux et leurs propres réseaux et de stimuler aussi leur cerveau, de pouvoir aussi les protéger contre les expériences négatives dans les premières années de vie. Et donc, toutes les actions qu'on va pouvoir mener en prévention ou en prise en charge autour des questions de violence, de mauvais traitements, de négligence ou encore de stress, de situations de stress importantes vécues soit par les parents, soit par les enfants et bien souvent par les deux en même temps. Donc, on va pouvoir, en agissant par ce biais-là, en agissant avec ce type de levier, agir sur la santé mentale des adultes plus tard. Et puis enfin, tout ce qui relève de la santé physique. On sait aussi que travailler sur l'alimentation diversifiée, sur la vaccination, sur la prévention ou le traitement des maladies, sur ces périodes-là un peu fragilisantes et en même temps stratégiques des 1000 premiers jours, vont avoir un impact plus tard sur la santé mentale des individus, des adultes. Si on s'éloigne un petit peu des individus eux-mêmes ou eux seuls, on sait aussi que du côté des environnements sociaux et économiques, le soutien social va avoir une importance forte sur la santé mentale. Alors, par soutien social, on va entendre le fait de pouvoir bénéficier de ressources, de se sentir aidé, de se sentir soutenu, d'avoir l'occasion d'expérimenter des preuves d'entraide, de solidarité, que ce soit d'ailleurs des ressources très matérielles comme de l'argent par exemple, ou des ressources plus pratiques comme une aide à un moment donné dans une difficulté ou à un souci de la vie quotidienne, ou encore très informationnel, le fait d'obtenir des conseils quand on en a besoin ou d'être soutenu ou réconforté lorsque l'on pourrait en avoir besoin aussi. Tout ce soutien social va avoir un impact fort quand on va chercher à agir
sur la santé mentale des adultes. C'est pour ça que toutes les actions qu'on va pouvoir mener les uns et les autres qui vont viser à renforcer le lien social à l'échelle d'un territoire, à développer l'entraide, développer la solidarité, vont finalement, même si elles ne sont pas, on parlait tout à l'heure d'étiquettes, même si elles ne sont pas étiquetées, santé, finalement, vont avoir un impact positif sur la santé mentale des individus. Au-delà de notre soutien social, c'est aussi la qualité de ce réseau, la qualité des relations qu'on va avoir à l'intérieur de la famille, que l'on va avoir avec nos amis, que l'on pourrait avoir sur le point de vue plus professionnel ou dans notre vie amoureuse, vont avoir un impact aussi, vont être des facteurs protecteurs en matière de santé mentale. Notre famille et nos opportunités de dialogue avec la famille ou les amis vont avoir un impact également. L'accès à des activités de sociabilité, le fait de pouvoir bénéficier de services, d'espaces, d'opportunités, de rentrer en relation avec les autres et de créer ce soutien social ou cette qualité du réseau vont avoir aussi un impact sur la santé mentale à l'âge adulte. On peut avoir aussi du côté du milieu social et communautaire des opportunités de faire facteur de protection en matière de santé mentale, avec notamment le développement de ce qu'on va appeler les environnements capacitants, c'est-à-dire de pouvoir offrir aux individus l'opportunité de s'engager, de s'impliquer, de faire vivre cette entraide et cette solidarité avec d'autres dans le cadre d'une communauté, dans le cadre d'une vie associative, dans le cadre d'un groupe. Donc, tous nos travaux, nos actions que l'on va mener et qui offrent ces espaces-là sont l'occasion d'offrir des espaces protecteurs en matière de santé mentale. Notre travail et donc tous les milieux professionnels qu'on va pouvoir investir d'action quand on va travailler sur la qualité de l'emploi, quand on va travailler sur à la fois le contrôle, à la fois la notion d'équipe et le fait d'appartenir à une équipe ou le sentiment d'appartenance à une équipe, d'avoir, comme j'ai tout à l'heure, un contrôle sur le travail que l'on va mener. D'avoir l'opportunité aussi d'être soutenus dans l'accès à l'emploi vont avoir aussi un impact positif sur la santé mentale. Toutes les actions que l'on pourra mener et qui vont agir sur notre statut socio-économique, sur notre niveau de pauvreté, de précarité, sur nos dettes, vont avoir aussi un impact positif sur la santé mentale des individus. Si on dézoome encore un petit peu de l'individu, du côté des environnements physiques ou du côté même de la société, on a des opportunités d'agir sur la santé mentale, notamment lorsque l'on va travailler sur la question du logement. Madame Goujon le disait tout à l'heure, on voit bien que le logement peut être un déterminant fort sur notre santé. C'est vrai aussi sur la question de la santé mentale. Disposer d'un logement de qualité, d'un logement où on va avoir un environnement sonore qui va être adéquat, où on va avoir une qualité de l'air qui va être positive, on va se sentir bien à l'intérieur de son logement, vont avoir un impact sur notre santé mentale. Le transport et l'offre de transport en commun et le stress que cela peut générer aussi parfois lorsqu'il est encombré, lorsqu'il est peu accessible, lorsqu'il nécessite un temps de déplacement conséquent. On voit bien que tous ces contextes-là vont agir négativement sur la santé mentale des individus. Donc, si on travaille à un système de transport en commun qui soit sécurisant, fiable, adapté à chacun, on agira aussi sur notre santé mentale. La sécurité alimentaire et puis globalement toute notre offre de santé. Des contextes d'inégalité sociale ou d'inégalité entre les sexes vont avoir un impact aussi sur notre santé mentale, tout comme la reconnaissance juridique des droits ou des libertés. Le fait d'être exposé à la violence, de se sentir en sécurité, en confiance dans son quartier va avoir aussi un impact positif sur notre santé mentale. On parlait tout à l'heure de littératie en santé, elle s'applique aussi au registre de la santé mentale. La manière dont on va pouvoir accéder, comprendre notre système de santé, et notamment dans le champ de la santé mentale, on s'est tous confrontés les uns et les autres à de nombreux sigles qui parfois nous laissent à penser le contenu, les missions confiées à la structure, qui parfois nous laissent un petit peu plus dans le désarroi de comprendre concrètement ce que fait cette structure. L'organisation même d'un champ, et comme celui par exemple de la santé mentale, peut parfois freiner l'accès, la compréhension et l'évaluation des informations en matière de santé mentale pour pouvoir faire les meilleurs choix et pour pouvoir prendre soin de notre santé mentale. De la même manière, on sait que les représentations sur la question de la santé mentale et notamment la stigmatisation que l'on peut avoir encore aujourd'hui sur ce champ-là et le fait parfois de se sentir finalement, on rejette un peu les questions de santé mentale de peur d'être associé à un fou, de peur d'être associé à une structure de santé mentale, fait qu'on n'ose pas toujours en parler, on n'ose pas
finalement intervenir, agir, exprimer ces difficultés en matière de santé mentale, et on a besoin d'agir sur ces représentations-là collectives, sur cette stigmatisation de la santé mentale. Et puis, on a aussi comme opportunité tous nos environnements et nos environnements vraiment très physiques, la manière dont sont aménagés nos espaces, la présence d'espaces verts notamment, d'espaces naturels. On sait que ça va avoir un impact aussi sur notre santé mentale. Sandra Bréard-Courbet, vous parlez ce matin de l'ANRUCH, qui est un dispositif aussi dans les territoires politiques de la ville. On voit qu'il peut avoir un impact, lui aussi, la manière dont on va penser, organiser, aménager nos territoires et les doter d'espaces verts, les doter d'éléments architecturaux qui vont être agréables, qui vont être sécurisants, qui vont faciliter les opportunités d'interaction, de rassemblement, qui vont nous offrir des cheminements et des espaces sécurisés, sécurisants, qui vont réduire parfois les expositions aussi à des nuisances environnementales. Tout ça va à terme avoir un impact protecteur sur notre santé mentale. Si on a fait le tour de tous ces déterminants, c'est pour vous donner l'opportunité de vous rendre compte qu'en fait, tout à chacun derrière notre écran, on peut agir sur la santé mentale des individus. Et peut-être, on aurait envie là, la curiosité peut-être de vous poser cette question. Est-ce que vous pensez, vous, pouvoir agir sur un ou plusieurs de ces facteurs qui ont été cités à l'instant, et donc être finalement vous-même acteur de santé mentale? Je vais lancer un nouveau sondage et vous faites comme tout à l'heure. Je vous laisse le soin de compléter si finalement vous pensez, vous, à votre place, pouvoir agir sur un ou plusieurs de ces facteurs ou pas, ou alors si aujourd'hui vous hésitez encore un peu. Alors, je vais vous proposer de partager les résultats. On voit que sur la vingtaine qui a eu l'opportunité de répondre à ce sondage, vous êtes 15 à considérer pouvoir agir sur un ou plusieurs des facteurs qui ont été présentés tout à l'heure, et donc à être vous-même acteur de la santé mentale des individus. Pour certains, on a peut-être encore besoin de faire la preuve et de montrer comment est-ce qu'on peut effectivement chacun à notre place agir sur cette question de la santé mentale, mais plus globalement, on pourrait faire de même et faire la même présentation sur d'autres sujets de santé. Si on reparcourait tous ces déterminants qu'on a vus ensemble, déterminants individuels, on voit bien que si on est association structure du handicap ou association structure œuvrant auprès de publics en situation de minorité, association de patients, groupe d'entre malades, ou même association ou structure qui accueille des femmes ou des jeunes filles, structure de la petite enfance ou de l'enfance, tous, on peut avoir à un moment donné un impact dans nos actions sur la santé mentale des individus. Quand on travaille dans une maison de quartier, un centre social, quand on est membre ou président d'une association d'habitants de quartier ou que l'on fait vivre cette vie associative, quand on est association ou structure d'insertion professionnelle, de soutien à l'emploi, quand on est CCAS, qu'on développe des actions sociales, on va être aussi acteur de la santé mentale des individus. Quand on travaille dans le registre du logement, de l'habitat, du transport public, de la tranquillité publique ou de la police municipale, quand on fait partie d'une association de défense des intérêts ou des droits, quand on fait partie même des espaces verts, d'un service espace vert d'une collectivité ou d'un service urbanisme d'une collectivité, on est en fait acteur de la santé mentale des individus d'un territoire. Pour poursuivre cette illustration, on voulait vous faire état d'une action très concrète, très pragmatique, qui a travaillé la question de santé mentale à travers le déterminant du logement. Et je vais laisser la parole à Nathalie Armanguet et sa collègue pour pouvoir nous faire retour de cet exemple. Merci Tiffaine. Donc oui, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Nathalie Armanguet, coordinatrice de l'atelier Santé-Ville de Rouen. Atelier Santé-Ville inscrit donc au sein de la direction de la solidarité et de la cohésion sociale de la ville de Rouen. Et en effet, je suis accompagnée par ma collègue Agnès Masselot, qui se présentera plus en détail et peut-être plus en détail ses fonctions en tout cas, et donc qui viendra témoigner en tant qu'acteur privilégié de ce groupe Santé mentale logement au sein des quartiers prioritaires de Rouen. Donc en fait, je vais vous présenter brièvement, alors attendez, j'ai la main, oui.
Voilà, j'ai la main en effet sur le diaporama. Donc, en effet, la prise en charge des personnes atteintes de troubles psychiques, pardon, ne se cantonne pas à l'hôpital. Et en effet, de façon récurrente, que ce soit le maire, la police ou encore les bailleurs sont régulièrement interpellés pour gérer des troubles de voisinage ou des troubles de l'ordre public liés à la salubrité, par exemple, et qui impliquent potentiellement des personnes atteintes pardon, de maladies mentales. Ces situations complexes mobilisent de nombreux partenaires. Ça va des services de police aux services sociaux, ou bien de la psychiatrie aux services de secours. En réalité, autant de professionnels qui tentent d'agir dans l'intérêt de la cohésion sociale et celui du malade, sans pour autant trouver de solutions satisfaisantes dans des délais raisonnables. Au-delà de la forte mobilisation d'un panel important de professionnels, on peut observer également un épuisement, un sentiment d'isolement, voire d'impuissance des services à gérer les unes après les autres les situations finalement dont ils ne maîtrisent pas l'ensemble des composantes. Par conséquent, forte ce constat et des différents diagnostics ou rapports existants sur le territoire, que ce soit au travers de l'atelier santé-ville, des CMS par exemple, du département, des réunions de tranquillité publique également qui existent sur le territoire, il est apparu le besoin de prévenir et d'améliorer la prise en charge des troubles psychiques des habitants des QPV de Rouen dans leur lieu de vie. Alors, c'est les QPV de Rouen, je le rappelle, il s'agit de Rouen, ainsi que le territoire de Gramont sur la rive gauche. Donc voilà, suite à ces constats récurrents, décidé de créer, et en l'absence d'un CLSM, pardon, j'ai mis l'acronyme mais je pense que vous êtes bon nombre à connaître ce qu'est un CLSM, donc un conseil local en santé, décidé de créer un groupe de travail. Donc, on a intitulé Santé mentale logement en janvier 2019, sous l'impulsion, et je l'en remercie pour elle, puisqu'elle est sur le point de partir à la retraite, donc Françoise Granier, qui a vraiment eu un rôle important dans l'impulsion de la création de ce groupe de travail. Donc, le pilotage est assuré par le département au travers de son centre médico-social. Nombreux changements de poste. On a noté également comme plus-value l'articulation avec d'autres instances ou dispositifs existants. J'ai cité le CEPEX, donc au niveau du département, si je ne me trompe pas. Et puis, pendant le confinement, on a pu maintenir le lien et la tenue des différentes commissions. Je dirais même qu'on en a fait même plus que prévu pendant la période de confinement, puisque il était important de garder le lien et de revenir, de faire des points d'étape sur ces situations. Je vois le temps qui passe, je suis très bavarde, je laisse la place à ma collègue Agnès. Nathalie. Merci Agnès. J'espère que vous m'entendez. Donc oui, je suis Agnès Maslow, responsable de l'unité de travail social quartier politique de la ville, du CCAS de Rouen, donc une équipe de 5 travailleurs sociaux, 2 secrétaires à accueil et moi-même. Donc je remercie Nathalie, effectivement la présentation est complète, je vais quand même y apporter quelques éclairages. Donc bien évidemment, un postulat de départ, l'accompagnement social s'inscrit dans une démarche de soins, puisqu'on rencontre des personnes qui rencontrent une ou plusieurs difficultés qui peuvent potentiellement générer un mal-être, et que de par cet accompagnement, notre objectif, c'est justement leur donner les moyens de prendre en charge ces difficultés pour, dans le meilleur des cas, les résoudre, ou tout au moins pour leur permettre donc d'en amoindrir les conséquences et donc aller mieux. Ce groupe santé mentale logement, il est parti aussi de constat, bien évidemment, puisque la problématique santé mentale est de plus en plus prégnante dans nos accompagnements pour différentes raisons, et notamment celle évoquée.
Et le logement, quant à lui, il est déterminant, il est aussi révélateur ou accélérateur de cette problématique de santé mentale. On peut avoir des troubles de voisinage, une mauvaise appropriation des parties communes, du logement en lui-même, avec donc des problèmes d'hygiène, des problèmes de dette locative, d'expulsion, qui font que tout ça, effectivement, va bien évidemment avoir un retentissement sur l'accompagnement qu'on peut proposer et qui va nécessiter un travail en réseau, puisque nous ne sommes pas, nous, des spécialistes, par contre, de la thérapie. Et j'insiste bien là-dessus, il ne s'agit pas, au travers de ce groupe, de poser un diagnostic et d'identifier le problème qui se pose en termes de santé mentale, mais bien de mesurer les impacts de cette problématique sur le quotidien et sur les actions que nous, on va pouvoir mettre en œuvre. Puisque quand on est en présence de quelqu'un qui présente des troubles, et notamment des troubles psychiatriques, on sait bien que ce que l'on peut dire, ce que l'on peut faire, peut aggraver la situation plutôt que l'améliorer. Donc c'est important, effectivement, ce regard croisé, et le déroulé même du groupe prend tout son sens. Déjà, dans un premier temps, le fait de préparer la présentation de la situation, je pense, pour les travailleurs sociaux qui sont directement confrontés donc, à ces situations, ça permet de se poser. On est quand même dans des métiers, dans des missions aujourd'hui qui font qu'on a rarement la possibilité de prendre du recul sur ce que l'on fait. Donc là, voilà, c'est un temps où on se pose, on s'interroge, on explique. Et les questionnements, ce que renvoient en fait les autres membres du groupe, permet justement de se dire à un moment, oui, là, effectivement, peut-être que je pourrais faire comme ça ou modifier mon approche de manière à apporter, à relancer une dynamique qui s'essouffle. Ce qui est important aussi, c'est que les membres du groupe, alors bien évidemment dans la bienveillance, hein, toujours, il n'y a jamais de jugement dans ce groupe et c'est important aussi de le souligner, les membres du groupe vont faire des préconisations en fonction de leur champ de compétences, de leur mission, et vont se mettre justement à disposition du travailleur social ou de la personne référente pour accompagner dans les préconisations qui sont faites. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose d'important dans la mesure où, autour de la table, nous sommes tous des acteurs locaux, donc des quartiers prioritaires. On est à même, d'une part, de se donner des informations et aussi de se proposer un soutien pour faire des visites à domicile communes ou des entretiens communs, ce qui est extrêmement important puisque là encore, et plus encore peut-être avec des publics qui sont en souffrance, il faut qu'on ait un discours cohérent et qui puisse être retenu par l'ensemble des professionnels. C'est aussi l'une des conditions en fait, qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc voilà, pour toutes ces raisons, effectivement, et comme le souligne Nathalie, maintenant le groupe existe depuis 3 ans et je pense que chacun vraiment y trouve du sens puisque à aucun moment, en fait, l'intérêt de ce groupe ne s'est démenti. On est toujours aussi nombreux autour de la table, toujours aussi partants pour instaurer, voilà, mettre en place de nouveaux outils, essayer de faire bouger les lignes aussi, puisqu'on sait bien que les publics changent, les dispositifs changent et qu'à un moment, il nous appartient aussi, à nous, acteurs de terrain, d'essayer de mettre en œuvre voilà, des nouvelles pratiques, d'essayer d'améliorer sans cesse en fait, ce que l'on peut proposer pour accompagner au mieux et justement résoudre toutes ces inégalités qu'on constate au quotidien.